BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Xavier Barbero. Il est patron de Neoen. Neoen, souvenez-vous, c'est cette pépite française qui fait grosso modo un peu plus de 400 millions de chiffre d'affaires et qui vaut 10 milliards d'euros. Bonsoir Xavier Barbero. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. C'est un petit peu schématique ce que j'ai dit, mais c'est quand même le cas. Neoen, on va le rappeler, pour ceux qui auraient oublié, c'est l'un des principaux producteurs indépendants de renouvelables. Et c'est le premier en France. Oui. Vous avez créé ça avec le financier Jacques Veyrat. Vous étiez au pilote. Et puis, vous êtes en train de vous faire acheter, en fait, par un fonds canadien qui s'appelle Brookfield. Oui. Et justement, vous avez annoncé hier soir, c'est pour ça que vous êtes là, une session une part évidemment, de vos sessions d'actifs pour des questions de concurrence en Australie. L'Australie qui représente grosso modo 50% de votre chiffre d'affaires. Hein. Donc c'est un point très très important. On va revenir sur Neoen, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, l'électricité, elle a vraiment été au cœur de ces derniers mois. Peut-être une des raisons de la chute du gouvernement de Michel Barnier, je ne sais pas. Et puis il y a aussi bien sûr cette question de savoir si la transition écologique, c'est pas un peu l'oublier en France et l'oublier aussi au niveau européen. Peut-être d'abord une question sur le prix de l'électricité. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du prix de l'électricité, vous ? Nous, on le voit comme un débat malmené, d'une certaine manière, puisque, par exemple, le renouvelable, et évidemment, par exemple, Neoen, on est capable de faire des électrons extrêmement compétitifs, vraiment pas chers. Et c'est le grand absent du débat. On parle des taxes sur l'énergie, on dit il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français, il faut aider à la réindustrialisation. Et le moyen le plus évident qu'on a à la fois de faire baisser le coût de l'électricité tout en maintenant un bon niveau finalement de collecte pour les finances publiques, c'est d'encourager des projets comme ceux qu'on s'est développés chez Neoen et que d'autres de nos concurrents savent faire aussi. On saurait faire des électrons à 50 € par mégawattheure, c'est beaucoup moins cher que les prix d'électricité actuels. Et assez curieusement, et de manière hyper regrettable évidemment, aujourd'hui la machine à autoriser ces projets, puisqu'on ne demande pas de subvention ou quoi que ce soit, on nous demande juste de nous permettre de les faire, et tourne au ralenti, et probablement pour un certain nombre de mauvaises raisons. Oui, mais justement, quelles sont ces raisons et pourquoi ça tourne au ralenti ? Vous voyez, pourquoi le débat s'est focalisé sur le prix, le TURF, le TICFE, vous voyez, toutes ces taxes-là, oui. Pourquoi ça s'est focalisé là-dessus, alors qu'il y a d'autres sujets, comme vous venez de le dire ? Je pense qu'il y a il y a toujours cette impression fausse, évidemment, que de toute façon, le renouvelable coûtera cher. Ça fait 15 ans chez Neoen maintenant, parce qu'on a été créé il y a 15 ans, qu'on essaie de mener un peu cette action pédagogique qui expliquait que non, le renouvelable, ça coûte pas cher et ça coûte moins cher que le reste. Et en plus, c'est rapide à déployer et ça a des retombées économiques extrêmement fortes chez nos fournisseurs industriels, que ce soit des Bouygues, des FH, des Vinci, etc. Mais et surtout sur le solaire, hein, on va en France, dire. On est très solaire. On fait assez peu d'éoliens. Parce que les renouvelables, les éoliennes, c'est un moins de succès en France. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a un effet de saturation, oui. et on est prêt à l'entendre. Mais donc, on fait du solaire, on va aussi faire du stockage en France. Et aujourd'hui, la perception du renouvelable, qui est que oui, de toute façon, ça coûte cher. Je pense qu'il faut que tout le monde comprenne qu'en fait, non, c'est déflationniste et ça pourrait permettre justement d'aider rapidement et massivement à baisser ses coûts d'énergie, tout en maintenant le bon niveau de prélèvement pour les finances publiques qui en ont bien besoin. Oui, donc en fait, vous répondez partiellement à la réponse, c'est-à-dire que vous dites, au lieu de parler de l'énergie nucléaire, on aurait dû parler de l'énergie du renouvelable. Mais pour les particuliers, c'est pas encore complètement au point. Non, le nucléaire a une histoire réussie en France et a certainement un avenir, mais le nucléaire, ça se déploie lentement. Enfin, on l'a suffisamment vu avec Flamanville. Il faut 10, 15, 20 ans pour rajouter du nucléaire, quand il faut 10, 15, 20 mois pour rajouter du renouvelable. Est-ce que vous avez le sentiment que les prix de l'électricité, ils vont quand même baisser ? Ou pas ? Je pense qu'ils le peuvent. Oui, ils peuvent. Ils sont vers une tendance baissière. Oui. Mais jusqu'à où ? Je pense qu'ils peuvent encore baisser. Je pense qu'on est en train d'atteindre finalement une sorte de niveau d'étiage avec les énergies classiques. Le gaz aujourd'hui n'est pas cher. Le nucléaire non plus, puisqu'on a réglé à peu près les problèmes de maintenance. Donc aujourd'hui, ce qui peut aider l'ensemble du mix, l'ensemble du parc de production à baisser encore ses coûts, c'est du renouvelable. Mais pour ça, il faut qu'on obtienne des permis de construire en masse. Donc il faut que les préfets, on n'a même finalement pas besoin forcément d'un gouvernement pour ça, mais il faut que les préfets nous donnent des autorisations. Il faut qu'on puisse avancer sur toutes les procédures qui sont engluées dans des questions bien françaises finalement, un peu tatillonnes sur
sur l'obtention des permis, mais la biodiversité, mais le défrichement. On a parfois des situations kafkaïennes. Parce qu'il y avait une loi, il y a eu 2 lois sur les renouvelables, et la dernière était censée un peu détricoter la première pour accélérer justement toutes les permis et faciliter la construction d'énergie renouvelable. La patronne de Total pour la France, ici même, a dit c'était censé être une loi d'accélération, c'est une loi de décélération. Est-ce que vous partagez son point de vue? Non seulement on le partage, mais on l'a même dit avant Total. On l'a dit dès le début, au moment de la discussion sur cette loi. Ce n'est pas en rajoutant des commissions, donc en rajoutant des points de passage, en rajoutant des étapes administratives qu'on peut accélérer cette loi, qui a peut-être accéléré, on verra dans 5 ou 10 ans l'éolien en mer, mais sur tout le reste, ce sont des nouvelles barrières administratives qui se sont rajoutées. Peut-être pour des bonnes intentions, mais à la fin, malheureusement, l'effet est dramatique. On a beaucoup critiqué pour maintes raisons, sur lesquelles on va pas revenir sur toutes les raisons, ce budget 2025 présenté par le gouvernement de Michel Barnier. On disait que c'était un budget vert, certains disaient absolument pas. Vous, quelle est votre position? Parce que d'autres disent... on a vraiment un peu enterré la transition écologique en France, mais aussi au niveau européen. Je ne sais pas si le budget était vert ou pas. Il se voulait. Quand on regarde, alors il se voulait peut-être sur des aides à la rénovation énergétique, etc. Quand on revient sur la production d'électricité, nous, on ne dépend pas des politiques publiques, au sens où on ne dépend pas de subventions, on ne dépend pas de l'action gouvernementale. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on peut, sans mauvais jeu de mots, libérer l'énergie qui existe déjà en France, libérer le capital privé qui existe déjà en France, pour faire de la transition énergétique, pour faire de la décarbonation, pour faire de la souveraineté additionnelle, pour faire de la compétitivité économique, sans avoir besoin de l'aide de l'État. La seule chose qu'on demande, c'est que l'État nous ralentisse pas. Aujourd'hui, on est parfois dans un délire administratif, alors qu'il y a énormément de capital et d'énergie à libérer pour accélérer cette transition, sans qu'on demande de soutien public et certainement pas de subvention. Mais in fine, est-ce que vous avez le sentiment quand même que la transition écologique, on le voit avec Donald Trump, mais on le voit aussi avec ce qui se passe ici ou là. La transition écologique, c'était la priorité des priorités. C'est une priorité, c'est clair. Enfin, on voit bien que c'est en train de passer un peu au second rang. Oui, c'est certain. Alors, il y a des crises politiques, économiques, qu'on peut comprendre, qui font passer ça au second rang, mais je vais essayer de prendre peut-être même le contre-pied de ce que vous dites. La meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est au fond, c'est qu'on nous oublie. C'est que justement, on ne soit pas sur notre dos et qu'on nous laisse avancer. Nous, on demande vraiment pas que l'État s'occupe de nous. Au contraire, on demande que l'État nous laisse tranquille. Et à la fin, tout le monde sera content. Je pense que l'État, d'ailleurs, sera le premier bénéficiaire de tout ce qu'on peut faire en France. On a la chance chez Neoen d'être actif dans beaucoup de pays. On voit dans d'autres pays des choses infiniment plus simples, même en Italie, qui pourtant est réputée pour sa complexité administrative. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas... En France, on croule un tout petit peu sur ça. Je peux juste vous poser une question. Pourquoi justement des Total, des Engie, pourquoi ils vous ont pas racheté? On savait que vous êtes la pépite, comme il n'y en a pas 40 000 qui se développent et qui se créent en France. Pourquoi ils vous ont pas racheté? Finalement, c'est un fonds canadien. Ils n'étaient pas prêts à mettre 10 milliards, mais 10 milliards pour Total, c'est pas grand-chose. Ils auraient certainement pu le faire. Je pense que Brookfield a été rapide. C'était pas une espèce de vente aux enchères. Brookfield a contacté notre actionnaire principal, Jacques Veyrat. De fonds financiers à fonds financiers. Alors Jacques Veyrat, c'est pas un fonds financier, c'est son capital, donc c'est Neoen est un de ses bébés et un beau bébé. Mais cette discussion qui a eu lieu en début d'année 2024, finalement Brookfield a raflé la mise en préemptant Parce que c'était un fleuron français quand même. Mais ça va le rester. On est allé demander à Business France comment on serait vu. Ils nous ont dit vous serez une société française à capitaux canadiens. Je pense que ça résume bien l'histoire. Donc on a du capital et je pense qu'on peut s'en réjouir. Avoir aujourd'hui des investisseurs étrangers qui viennent investir en France, on peut s'en réjouir. Ça n'empêchera pas Total et Engie de mener leur propre transition énergétique. Donc réjouissons-nous que des investisseurs étrangers en 2024, dans une année compliquée en France, viennent encore faire un chèque de 6 milliards d'equity pour une entreprise qui vaut en tout 10 milliards d'euros. Oui. Alors justement, si elle vaut 10 milliards, elle vaudra 10 milliards parce qu'en fait, le processus a déjà commencé. Vous étiez déjà venu l'expliquer ici à BFM Business. Mais là, ça vous franchissez petit à petit les étapes et notamment, donc hier soir, vous avez annoncé la cession d'actifs en Australie, qui est vraiment votre plus gros chiffre d'affaires, endroit où vous êtes, ça, c'est une manière, c'est pour des raisons de concurrence en fait que vous devez céder ça, mais est-ce que du coup vous vous déshabillez pas un peu en Australie?
Un petit peu. Alors en Australie, Neoen est le premier acteur. Oui. C'est pour ça que vous étiez si intéressant à acheter. Et dans l'État de Victoria, on avait ce problème finalement d'antitrust avec notre futur actionnaire Brookfield, puisqu'ils étaient aussi actionnaires du réseau électrique. Donc on avait l'obligation, pour débloquer ce deal qui du coup va pouvoir s'exécuter maintenant, de lancer la cession de nos propres centrales éoliennes, solaires et de stockage en Victoria. Donc ça, c'était quasiment l'ultime étape pour que Brookfield puisse enfin racheter Neoen. C'est certes quelques centaines de mégawatts en moins, mais en même temps, on récupère évidemment les fruits de cette vente qu'on va pouvoir réinvestir rapidement en Australie, puisque Neoen, en Australie comme en France, comme dans d'autres pays, a aussi un beau portefeuille de projets à exécuter. Donc à la limite, on fait un pas en arrière, mais assez vite, on va refaire un pas en avant. Donc ça n'est pas en train de dénaturer Neoen, ni en Australie, ni ailleurs. En Australie, par exemple, on vient d'inaugurer, non pas en Victoria, près de Melbourne, mais cette fois en Western Australia, près de Perth, une des plus grandes batteries du pays. Donc on est évidemment un investisseur extrêmement actif. Là-bas, c'est le solaire, c'est même beaucoup de solaire. C'est du solaire, c'est aussi de l'éolien. On n'a pas les mêmes problèmes qu'en France de voisinage, problèmes qui sont parfaitement légitimes évidemment en France. En Australie, il y a de la place et c'est pas si peuplé. On fait aussi beaucoup de batteries, qui est un des savoir-faire de Neoen, puisque ça nous permet justement de régler le fameux problème d'intermittence du solaire et de l'éolien. Donc on a cette espèce d'ensemble de leviers entre de la production solaire, de la production éolienne et du stockage qui nous permet de livrer une électricité qui s'intègre bien dans le réseau plutôt que de le déstabiliser. Les États-Unis, ça vous paraît... comment est-ce que vous voyez les perspectives aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump ? Alors nous, on les regarde non pas depuis la France, mais depuis le Canada, puisque Neoen est aussi un acteur actif en Alberta et en Ontario. Et que donc votre actionnaire Brookfield est un fonds canadien. Mais Donald Trump ou pas Donald Trump, quand on regarde, prenons le Texas, État qui est vraiment républicain par essence, c'est là où aujourd'hui le renouvelable se développe le plus vite. Et le message aux États-Unis est finalement le même qu'en France. On n'a pas besoin de politique ni pro ni anti au niveau gouvernemental. Le renouvelable peut se développer naturellement. Il apporte une solution, y compris à des gens qui ne sont pas par essence pro-renouvelables. Je vous reprends l'exemple de l'Alberta, qui est un peu le Texas du Canada. On a été accueillis poliment par des gens qui adorent le oil and gas et qui nous ont dit on n'a rien contre le renouvelable, tant que vous ne nous demandez pas d'argent et que vous avancez tout seul, ça nous va très bien. D'accord, ok. C'est ce qu'on aimerait entendre plus souvent en France. C'est clair. Juste sur la question des batteries, parce que c'est le point clé en fait, c'est un peu le point clé de blocage sur les renouvelables. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à des chefs d'entreprise là, qui vous écoutent, on a de quoi faire quelque chose de très compétitif ? Nous, on est déjà en train de livrer en Australie, par exemple, de l'électricité compétitive, verte et stabilisée par nos batteries à des grands industriels comme BHP, donc des grands miniers australiens, et on fait pas ça à l'échelle de quelques kilowattheures, on fait ça en masse, de la même manière qu'on saurait le faire évidemment en Europe. On a signé des contrats aujourd'hui qui sont solaires ou éoliens avec des data centers, avec la SNCF. En France récemment, on saura dans le futur proche rajouter des batteries pour justement rajouter cette couche stabilisatrice à notre électricité et tout en restant compétitif. Est-ce que vous arrivez, parce que vous avez vu aujourd'hui, il y avait une réunion chez Agnès Pannier-Runacher qui est encore en charge de la transformation énergétique avec des industriels et EDF sur ces fameux accords qu'ils n'arrivent pas à trouver parce que EDF en demande trop. Enfin bon, est-ce que vous êtes compétitif par rapport à ça et quelle est votre position par rapport à ces discussions interminables ? Nous, on a montré dans d'autres pays d'Europe, par exemple en Suède, qui est quand même pas l'endroit le plus ensoleillé d'Europe, qu'on savait faire des électrons pas chers. Mais il faut pouvoir faire ça à grande échelle. En France, on a un projet, je vous donne un exemple, près de Bordeaux, à Socats, un projet qui s'appelle Oriseo, qui pourrait faire plusieurs centaines de mégawatts. Je pense que ça serait les électrons solaires les moins chers de France. Mais pour ça, il faut qu'on nous donne nos permis, il faut qu'on nous laisse nous installer, il faut qu'on arrête de nous martyriser sur des questions parfois un peu théoriques de biodiversité ou de défrichement. Et avec ça, et avec des batteries, on peut être capable de faire des électrons qui ne seront pas plus chers que ceux du nucléaire et qui surtout arriveront plus vite. Je vous le disais tout à l'heure, une centrale solaire, même les plus grandes de France, on va fêter bientôt les 10 ans de la plus grande centrale solaire française qui a été construite par Neoen en 2015. Elle a été construite en moins de 12 mois par rapport aux 10, 15, 20 ans du nucléaire. Donc aujourd'hui, on peut faire rapide, français, vert, pas cher et stable. Donc ne nous privons pas de cette opportunité. Et ça, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas encore le réflexe ? Ou le réflexe est en train de venir de la part des entreprises ?
Je pense qu'il est en train de venir. On a eu d'abord cette demande qui venait de la part des sociétés de la tech. Nous, chez Neoen, on alimente des data centers chez Google, chez Equinix. Il arrive aujourd'hui de la part des électro-intensifs, qui sont justement ceux qui discutent en ce moment avec EDF. Il y a quelques mois, Neoen a par exemple signé un PPA, donc en bon français, un contrat de vente d'électricité avec la SNCF pour plus de 100 MW, avec une centrale solaire. C'est l'équivalent de la consommation du TGV Paris-Marseille pendant 1 an. Ce qu'on va livrer à la SNCF. Donc on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on n'est pas dans l'anecdotique. Donc aujourd'hui, vous avez des acteurs plus classiques que les GAFAM. Je pense à la SNCF, mais il y en a d'autres. On alimente aussi les points hauts de TDF, donc de la transmission télé, hertzienne, etc., avec notre électricité verte. Donc on intéresse des industriels classiques, non pas parce qu'ils seraient déçus de la lenteur des discussions avec EDF, parce qu'ils iront aussi s'approvisionner en nucléaire. On n'a aucun problème avec ça, mais on leur offre une solution qui leur va bien et qui a un avantage, c'est qu'elle leur permet aussi d'avoir des coûts stables dans le temps, puisque nous, on sait s'engager sur des prix fixes pendant 20, 25 ans. Ça leur donne beaucoup de... Ce que n'arrive pas à faire pour l'instant, EDF, justement. En tout cas, ça a l'air compliqué. Oui. Et à quel prix ? Je peux pas le dire, mais c'est... Pourquoi ? On a l'impression que c'est secret défense, parce que je pose aussi la question, vous inquiétez pas, aux autres dirigeants. On a l'impression que c'est un côté un peu, secret défense. Je pense qu'il faut poser la question à nos clients, puisque c'est eux qui nous demandent de ne pas dire à quel prix ils s'approvisionnent. Moi, j'aurais aucun problème à vous donner des zones de prix. Ce que je peux vous dire... Vous êtes moins cher que ce que demande, pour l'instant, enfin, les prix dont on parle autour de 70 €, vous êtes moins cher que ça ? On est moins cher que ça. Oui, d'accord. Une question... Les centrales solaires, on voit, ça passe mieux que les éoliennes, du moins dans l'opinion publique. En même temps, ça demande énormément de terre, enfin d'espace pour construire une centrale solaire. Comment est-ce que vous faites avec justement la ZAN, même si aujourd'hui, la non-artificialisation des sols, même si aujourd'hui, il y a eu un bémol qui a été fait juste il y a quelques jours par Marc Ferracci, ministre de l'Industrie? En France, on a de la place et on a aussi des solutions techniques pour ne pas artificialiser les sols. Quand on construit une centrale solaire chez Neoen, on n'est pas en train de bétonner le sol et de rendre nos actions irréversibles. Donc on peut faire des choses qui sont réversibles dans le temps, mais parfois il y a beaucoup de théories. Là aussi, je redonne des exemples. On nous refuse des permis parce que ça implique des défrichements. Même quand on propose des reboisements x2, x3, on nous martyrise parfois sur des... je vous donne un exemple qui m'a laissé assez perplexe il y a quelques semaines. On a un projet qui fait 20 hectares de centrale solaire bien accepté par les riverains. On nous dit ah mais oui, mais il y a 9 mètres carrés de zone humide. Et donc, comme il y a 9 mètres carrés de zone humide pour un projet qui va faire quand même 250 000 mètres carrés, on dit ah oui, là, on ne sait pas si on peut vous donner des permis. Donc, vive la France. Donc, non, maintenant, 20 hectares, c'est quand même énorme. Oui, mais c'est gigantesque. Quand on est au milieu de nulle part, c'est pas gênant. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, parfois, il y a des projets qui sont bien acceptés, au moins dans le solaire. Dans l'éolien, c'est plus difficile, mais le risque, c'est qu'on trouve toujours la petite micro-raison de ne pas le faire. Voilà, c'est ça qui est parfois rageant. Alors que pourtant, ce sont des projets qui sont quasi parfaits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 100%, c'est comment, pas 100%? C'est au premier trimestre, 100% Brookfield. Brookfield qui mettrait définitivement la main sur Neoen. Qui vient d'ouvrir un bureau à Paris, donc qui montre son ancrage français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Henri Barbereau, donc le patron de Neoen, était notre invité. On se retrouve juste après une petite page de pub avec Stéphanie Colo, Pascal Boulanger et Emmanuel Le Chypre. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.